Voilà, donc rebonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire de présentation du guide à la codiplomation qui vient d'être sorti, tout chaud des presses de la RES et que vous avez normalement déjà reçu au sein de vos établissements. Alors je tenais d'abord à remercier l'ensemble des participants, on est déjà plus de 40 voire 50 participants ici. Aussi très intéressant de voir qu'on a aussi bien des personnes qui travaillent au sein des établissements au niveau des relations internationales que aussi d'autres personnes qui sont au niveau des facultés, départements, plus en lien avec les matières d'enseignement. Et donc, c'est vrai que c'était notamment un des objectifs de ce guide de répondre aussi aux demandes aussi bien des personnes en charge de relations internationales que directement des programmes. Et donc, c'est une très bonne chose. Ce guide à la codiplomation est finalement le résultat d'un long travail. Et je tiens déjà à remercier ma collègue Elodie, mais aussi notre collègue Raoul, juriste au sein de la RES, mais surtout aussi les membres du petit groupe de travail qu'on a rétabli il y a maintenant un an et demi. Donc, Catherine Darcy de l'Université de Liège fait partie parce que c'est vrai que ça a été, je dirais, un travail commun et un effort conjoint de la part de la RES avec les établissements de pouvoir produire finalement ce guide d'aide à la codiplomation. Et donc aujourd'hui ce webinaire qui durera une petite heure, sans doute un peu moins, et surtout comme objectif de pouvoir, surtout pour objectif de pouvoir vous présenter ce guide, déjà de vous donner un petit peu, je dirais, quelques lignes par rapport à son contenu, etc. Et aussi de pouvoir aussi envisager ensemble des perspectives pour l'avenir. Alors, je suis ravi aussi d'avoir Catherine Lassis de l'Université de Liège du service de relations internationales parmi nous, qui témoignera aussi finalement aussi bien je crois, de sa participation au sein du GT et de peut-être son approche par rapport à ces guides, que aussi son travail au sein de l'Université de Liège, où c'est vrai qu'elle est un peu la Madame Erasmus Mundus notamment, et donc elle a une expérience plus qu'approfondie de la question des masters conjoints notamment. Alors, on va fonctionner en 3 temps. Dans un premier temps, Elodie et moi allons nous charger de vous présenter le guide, essayer d'aller sur le contenu. C'est surtout Elodie qui va faire ça, essayer de reprendre un petit peu avec vous tout le contenu de ce guide. Ensuite, donc, Catherine pourra témoigner un petit peu de finalement son expérience au sein de son université et de voir aussi ce que ce guide pourrait apporter. Et enfin, on essaiera en parallèle de prendre les questions que vous pourrez poser via la section, questions-réponses à droite de votre écran pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc, je vais commencer peut-être par une petite mise en perspective parce que ça nous paraît important par rapport à ce guide-là de se rappeler un petit peu le développement de la codiplomation en Europe et au sein de la Fédération de Bruxelles. Alors, comme vous le savez, c'est vrai que c'est un phénomène qui est en pleine expansion depuis les années 2000, en Europe et même partout dans le monde, mais c'est vrai surtout en Europe, notamment sous l'impulsion du programme Erasmus et de l'action Erasmus Mundus, où c'est vrai que la Commission européenne a vraiment souhaité pouvoir soutenir des masters et des doctorats conjoints, comme je dirais, un gage aussi bien d'attractivité, de qualité au niveau européen, d'excellence même, mais aussi une forme aussi de pouvoir renforcer l'internationalisation des établissements en Europe. Et donc c'est vrai qu'on perçoit aussi l'importance de finalement la codiplomation comme levier d'attractivité internationale. Et à ce sujet, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais je remercie aussi les collègues du réseau extérieur de Wallonie-Bruxelles International, les agents de liaison académiques et culturels qui se situent à l'étranger, qui sont aussi là pour promouvoir nos établissements. Et c'est vrai qu'ils pourront sans doute en témoigner aussi par après, ou dans les questions-réponses, que la codiplomation est aussi un levier d'attractivité à l'international. Et donc, pour revenir vraiment à ces programmes conjoints, c'est vrai que souvent, c'est présenté les programmes conjoints comme un des outils les plus avancés dans la coopération institutionnelle. Parce que finalement, ça intègre aussi bien des aspects pédagogiques que des aspects de mobilité, que des aspects aussi de collaboration entre des personnels enseignants administratifs quand ils mettent en place un programme. Il y a aussi bien sûr souvent d'autres aspects par rapport aux partenariats qu'ils peuvent avoir. Et donc, c'est vrai que c'est souvent, ces programmes conjoints sont perçus comme un outil avancé de coopération. Alors, on a repris ensuite 3 cartes qui sont en fait issues des rapports d'état d'avancement du processus de Bologne, qui sont publiés à chaque conférence ministérielle. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une dernière conférence ministérielle il y a quelques jours, en virtuel, qui était organisée par nos collègues italiens. Et donc ces 3 cartes qui vont suivre, en fait, c'est juste pour faire avec vous l'état un petit peu de la codiplomation en Europe. Alors cette première carte montre finalement où, dans quel pays européen, la codiplomation est légalement autorisée. Et comme on le voit, quasiment partout en Europe, finalement, les gouvernements ont mis en place un cadre légal qui permet la création, le développement, la mise en œuvre de programmes conjoints. Dans la carte suivante, par contre, on voit que la réalité de terrain peut être très différente. Donc là, les différentes couleurs reprennent finalement le nombre
estimée d'institutions qui organiseraient un programme conjoint au sein d'un pays donné. Et comme vous le voyez, c'est vrai que la situation est assez variable d'un pays à l'autre, avec peut-être au niveau de la France, l'Espagne et des pays nordiques, apparemment un nombre très élevé d'établissements qui organisent des programmes conjoints. Mais ça montre aussi parfois les difficultés, et je reviendrai là-dessus aussi, de pouvoir vraiment avoir une vision claire sur l'offre de programmes conjoints dans les pays, et notamment en Fédération de niveau 7. Et cela aussi, en fait, est à corréler finalement avec les mesures qu'ont pu prendre certains gouvernements. Et donc cette carte montre finalement les actions de soutien qui ont pu être mises en place par des gouvernements nationaux ou des gouvernements régionaux ou communautaires dans notre cas, pour soutenir les programmes conjoints. Et on voit qu'il y a quand même une corrélation, en tout cas dans certains pays, si on prend de nouveau la France ou l'Espagne, où il y a eu effectivement la codiplomation faire partie, je dirais, d'une stratégie centralisée d'internationalisation, avec sans doute des incitants par rapport à ça. Et donc c'est vrai que ça a poussé aussi les établissements à développer des programmes conjoints. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la fédération à niveau 7 C'est vrai qu'à l'époque, comme certains le savent peut-être, avant d'être à l'ARES, j'ai travaillé au militaire, et c'est vrai que ça avait été un point d'attention notamment des experts Bologne, de pouvoir finalement rendre le cadre réglementaire, à l'époque le décret Bologne, je dirais plus adapté à la codiplomation. Et on a dû finalement attendre le décret paysage de 2013 pour finalement d'une part voir au niveau, enfin je ne vais pas aller dans les détails, mais des articles 82 et suivants, finalement des mesures et des dispositions qui facilitent la codiplomation avec des partenaires hors Fédération Wallonie Bruxelles, avec en même temps cette spécificité en Fédération Wallonie Bruxelles qui est finalement assez unique en Europe, d'aussi de l'obligation de codiplomation, de coordination au niveau des habilitations entre établissements de la Fédération Wallonie Bruxelles. Mais soyons clairs, ce guide, comme vous le savez, comme si vous avez pu déjà un peu le parcourir, n'adresse uniquement que la codiplomation avec des partenaires hors Fédération Wallonie Bruxelles. Donc on ne va pas entrer dans les détails liés aux codiplomations, coordination entre établissements de la Fédération Wallonie Bruxelles. Et donc l'article 15 du décret paysage définit finalement de manière assez générique ce qu'est la codiplomation, sachant que derrière finalement cette définition générique, il y a des réalités très très différentes. Et je pense que vous le savez bien, on parle de bidiplomation, de diplomation multiple, parfois avec une délivrance d'un diplôme unique ou de multiples diplômes, parfois soutenu par l'Union européenne, parfois pas. Et donc c'est vrai que derrière finalement cette définition du décret paysage, je pense que le législateur a essayé de donner une vision assez globale, assez générique pour pouvoir refléter des réalités très différentes. Et donc, quid aujourd'hui finalement de cette offre de codiplomation de programmes conjoints internationaux en Fédération Wallonie Bruxelles? Alors finalement, c'est assez difficile de répondre à cette question. Et c'est peut-être aussi un des grands défis, c'est que malheureusement, actuellement, on n'a pas de données exhaustives sur l'offre de codiplomation internationale. Et c'est vrai que malgré le projet e-paysage que certains connaissent, d'entre vous connaissent, et malgré la volonté d'avoir finalement une information plus complète sur l'offre de formation, c'est vrai que ces codiplomations restent avant tout, je dirais, cette information reste avant tout fournie de manière volontaire par chaque établissement. Mais on s'attend à ce qu'avec le développement de e-paysage et aussi avec l'appui des établissements, on puisse avoir une information plus exhaustive. Cependant, peut-être quelques points, quelques tendances à souligner, c'est que d'une part, on voit qu'entre 15 à 20% des établissements organisent au moins un programme conjoint. C'est vrai que majoritairement dans les universités, notamment via le programme Erasmus Plus et notamment l'action Erasmus Mundus. Et c'est vrai qu'on voit sur les dernières années qu'il y a eu de plus en plus d'établissements qui organisent ça. On voit aussi que certains domaines clairement se dégagent, notamment en sciences et technologies, en sciences de l'ingénieur, en sciences économiques et de gestion. Et donc c'est sans doute aussi de certains domaines d'études dans lesquels on voit émerger aussi plus de programmes conjoints, même si on voit de nouveau que ça peut s'étendre à beaucoup d'autres domaines. Et par rapport finalement, sans aller trop loin, mais par rapport aux défis qui restent peut-être en Fédération Wallonie Bruxelles, un premier point très important et qui est finalement aussi abordé dans le guide, c'est l'appropriation du cadre réglementaire. Alors il y a des dispositions qui sont là, qui essaient de faciliter la codiplomation, mais c'est vrai qu'il y a sans doute encore certaines clartés à apporter par rapport à ça. Et là, je voudrais déjà souligner un travail qui est mené, et on a eu encore une réunion hier avec des commissaires délégués du gouvernement, dont certains sont présents aujourd'hui à ce webinaire, où il y a une volonté conjointe, en tout cas, d'aller pointer quelques articles qui restent problématiques, entre guillemets, ou en tout cas qui nous poussent au sein des établissements à faire un petit peu de bricolage pour répondre aux dispositions. Et ça, en tout cas, il y a une volonté vraiment conjointe de l'ARES, avec les commissaires délégués du gouvernement, avec les établissements, de pouvoir sans doute revoir certaines dispositions des décrets paysages pour encore mieux faciliter la codiplomation. La question des ressources et du soutien financier. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas, je dirais, de ressources en Fédération Wallonie Bruxelles du gouvernement via tel ou tel programme
à la codiplomation. Et ça peut être aussi une piste à en tout cas présenter auprès des autorités politiques pour voir si on pourrait avoir ça. La question, comme j'ai dit avant, d'information sur l'offre des programmes conjoints. Et enfin aussi la question de la gestion de la qualité. Et là, je remercie aussi nos collègues de l'AEKS qui sont présents et qui ont aussi contribué à ce guide, où c'est vrai que même s'il y a notamment dans le référentiel d'évaluation de l'AEKS pour les évaluations externes, certains points qui concernent spécifiquement la codiplomation des programmes conjoints, ça reste parfois difficile de pouvoir vraiment mettre en place un système de gestion de qualité interne et externe pour ces programmes qui sont assez spécifiques. Donc voilà un petit peu, je dirais, pour la mise en contexte de ce guide. Et maintenant, je vais passer directement la parole à Elodie, qui va entrer dans le cœur du sujet et vous présenter le contenu du guide. Merci Kevin, bonjour à tous. Alors effectivement, peut-être avant de rentrer dans le cœur du guide, vous expliquer pourquoi on en est venu à créer un guide à la codiplomation. Et en fait, tout simplement, on est parti du constat, comme Kevin le disait, de voir que la codiplomation prenait vraiment de l'importance sur ces dernières années, et notamment pour nos établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui participaient de plus en plus, ou tout du moins qui montraient un intérêt vraiment grandissant pour la codiplomation. La codiplomation, bien sûr, intra-FEB, mais aussi, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, la codiplomation internationale. Alors, clairement, le constat est fait aussi qu'il n'existe pas réellement d'outils. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des guides à la codiplomation qui existaient pour d'autres pays, au niveau européen, au niveau mondial, mais on se rendait compte qu'il manquait quand même un outil pour faciliter justement ce travail de création, de conception, de mise en œuvre, de gestion de la codiplomation. Et c'est finalement fort de ces constats que les experts Bologne ont démarré un travail sur la création d'un guide à la codiplomation. Alors entre ce moment en 2012 où il y a eu le début des travaux et la présentation du guide aujourd'hui, il y a quelques années qui se sont écoulées et forcément il y a eu quelques petits chamboulements au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On pense notamment au décret paysage qui est venu un petit peu redéfinir certaines règles. Et donc c'est comme ça qu'il y a pas si longtemps finalement la Commission des relations internationales a voulu reprendre ce dossier en considérant justement l'importance de la codiplomation et a mis en place un groupe de travail codiplomation que Kevin a déjà remercié, mais que moi aussi je tiens à remercier chaleureusement pour tout le travail qu'ils ont pu faire. Et grâce aux travaux finalement de ce petit GT, on en est venu à la création du guide à la codiplomation. Alors l'objectif de base, c'est de créer un outil pratique qui touche tout un ensemble de gestionnaires, qui soit pas trop utopique, qui reste assez proche des réalités de terrain, mais ça je suis sûre que Catherine pourra nous en dire un petit mot par la suite, et surtout qu'il soit sur mesure entre guillemets par rapport, pour vous, pour les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'on le verra, on touche notamment aux réglementations qui sont vraiment spécifiques à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors deux points d'attention, deux éléments importants à savoir. Le premier, c'est, Kevin, tu l'as déjà dit, mais donc ici on ne parlera que de codiplomation. Alors on les appelle internationales, mais en fait c'est hors FOIB, donc c'est-à-dire des consorts de la communauté française de Belgique, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est-à-dire que les collaborations avec nos collègues et copains flamands sont considérées comme internationales, entre guillemets, parce que ce sont déjà d'autres réglementations. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que ça reflète la situation actuelle. Donc on parlait notamment du dialogue que nous avions avec les commissaires et délégués au gouvernement sur des possibilités de propositions de révision de certains textes, etc. Donc ici, si vous redécouvrez dans vos cartons le guide d'ici 3-4 ans, souvenez-vous que c'est au temps T vraiment qu'on a au jour d'aujourd'hui qu'on a réalisé ce guide. Donc pour repartir sur les objectifs, ce que vous allez trouver dans ce magnifique guide à la codiplomation, c'est vraiment un step by step, un pas à pas. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir démarrer un projet de codiplomation, on va parfois partir un petit peu dans tous les sens, mais ici on vous invite vraiment à le consulter, à l'ouvrir, à le parcourir de page en page pour vraiment suivre une certaine méthodologie. Donc il n'y a pas vraiment de recommandations spécifiques, mais c'est un petit peu un espèce de pense-bête, une petite mallette à outils pour vous faire penser à tous les éléments qui vont toucher à la création, à la conception d'un projet de codiplomation.
on l'a voulu réaliste, c'est-à-dire que d'une part, on a essayé de nuancer certains propos qui sont parfois plus théoriques ou qui touchent, on va dire, une codiplomation idéale. Donc voilà, on a nuancé certains éléments avec des réalités de terrain. Et alors on a essayé d'apporter un maximum d'exemples concrets de codiplomation qui existent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur mesure, ça comme je vous le disais, on a vraiment essayé de créer ce guide pour les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a un volet assez conséquent sur toutes les réglementations qui sont propres finalement à notre système. Et l'idée est de toucher un public assez large de gestionnaires. On se rend compte finalement en créant ce guide que il va pouvoir finalement intéresser les autorités, puisqu'on parle finalement d'idées stratégiques de la conception de la codiplomation. Ça va toucher des responsables relations internationales, on parle de codiplomation internationale, des responsables des affaires académiques, puisqu'une codiplomation, c'est avant tout un programme, c'est un programme conjoint, des services juridiques, des services qualité. Ça touche vraiment tout un éventail de personnes, ça touche vraiment toute l'institution finalement. Alors, dans le guide, on va commencer très simplement par fixer quelques définitions de ce qu'on entend, nous, par... nous, je parle pas de Kevin, Catherine ou moi, mais c'est plutôt ce que le décret entend comme étant de la codiplomation. Donc, on parle vraiment l'idée derrière, c'est une organisation de gestion, la dispense d'un programme qui est conjoint. Donc, cette idée de conception conjointe d'un programme. Alors, l'idée, effectivement, c'est de travailler avec un ou plusieurs partenaires et dans le cadre de la codiplomation internationale, forcément, au minimum, un autre partenaire en dehors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui veut dire, finalement, qu'il peut y avoir 2 partenaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un partenaire italien, un partenaire russe. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être assez large. Il y a bien sûr cette idée de sanction collégiale de la réussite et de délivrer un, voire plusieurs diplômes. Donc finalement, ces 2 dimensions, cette dimension programme, bien sûr, qu'on vient d'évoquer, mais la dimension diplôme, c'est une dimension importante puisque on sait qu'il peut y avoir un diplôme unique ou que les établissements pourraient aussi délivrer chacun leur propre diplôme. Dans le cas, par exemple, d'une bidiplomation, on pourrait très bien imaginer que les 2 établissements partenaires délivrent leur propre diplôme. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est la dimension mobilité. La mobilité est un élément intrinsèque finalement à la codiplomation internationale, avec aussi une multitude de schémas de mobilité possibles. On va penser à un schéma ultra classique linéaire où on aura une première cohorte qui va faire une année dans un établissement, une seconde année dans un autre établissement. On pourrait aussi avoir un schéma de mobilité plutôt croisé avec 2 cohortes qui démarrent en même temps, l'une dans l'établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autre dans l'établissement chinois et qui vont se croiser après la 2e année. Donc finalement, toutes ces dimensions vont amener des formes vraiment très très variées de codiplomation. Donc une bidiplomation, c'est une codiplomation, une tridiplomation, c'est une codiplomation. Donc il y a vraiment énormément de formes possibles finalement que peut prendre la codiplomation. Alors après avoir défini ce que nous allions traiter comme type de codiplomation, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, à savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait travailler sur de la codiplomation. Alors peut-être d'abord rappeler que c'est pas une fin en soi. C'est un petit peu comme quand on explique en général ce qu'est l'internationalisation. La finalité de l'internationalisation, c'est pas internationaliser pour internationaliser. Il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à vouloir construire un projet de codiplomation à l'international. Alors une de ces raisons, ça peut être la plus-value académique. Ça arrive quand même souvent que cette initiative de la codiplomation vienne directement d'un professeur, d'une enseignante qui collabore de manière efficace avec un collègue d'un établissement partenaire à l'étranger et où on remarque qu'il y a vraiment une plus-value dans cette collaboration et qui voudrait aller un petit peu plus loin en lançant un programme conjoint. Ça peut être aussi initié finalement de par la complémentarité entre certains programmes, vraiment une plus-value de 2 partenariats spécifiques. Bien sûr,
il y a cette notion de cohérence de l'offre. Si je pense par exemple un master en tourisme, par exemple, l'idée c'est de se dire tiens, en Fédération Wallonie-Bruxelles, mon établissement est à Namur, il n'existe pas encore finalement de master en tourisme. J'ai un super partenaire brésilien nos programmes marchent bien ensemble, notre collaboration marche bien ensemble, ils ont un super programme en tourisme, je pense qu'on peut travailler sur quelque chose et que ça peut apporter finalement au niveau national une offre qui va être cohérente avec l'ensemble de l'offre déjà présente. Ça peut être la volonté de renforcer une collaboration existante. On a en place un programme Erasmus qui marche super bien avec un partenaire et on se dit mais tiens en fait nos établissements sont finalement assez similaires, on fonctionne un peu de la même manière, nos collaborations marchent bien, pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas construire quelque chose de nouveau ensemble. Une autre raison, ça pourrait être penser à l'insertion socio-professionnelle. Alors, au-delà du fait que une codiplomation internationale, il y a un caractère assez attractif, c'est assez sexy entre guillemets de se dire tiens, moi j'ai un diplôme du Canada et un diplôme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Très clairement, dans des études qui ont déjà été menées par rapport à l'insertion socio-professionnelle d'étudiants qui ont suivi des programmes Erasmus Mundus, on voit que ça donne vraiment un plus. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Je pense à certains programmes. Je pense un programme de master de spécialisation en construction navale où le partenaire se trouve dans une ville portuaire. Et là, ça peut aussi finalement ouvrir de nouvelles opportunités pour des stages s'il y a vraiment des caractéristiques spécifiques comme celle-là par exemple. Et alors enfin, il peut y avoir aussi des incitants financiers qui vont nous pousser à faire ce petit pas en plus pour démarrer une codiplomation. Je vais être très clair, il n'y a pas une infinité d'incitants financiers existants. Hein, c'est principalement le programme européen Erasmus Mundus, mais en dehors de ça, il n'y a pas 1 million d'incitants financiers à l'heure actuelle. Alors, je vais recéder la parole à Kevin pour vous parler du cadre réglementaire qui est vraiment spécifique à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à toutes ces petites obligations qui nous sont propres. Ouais, donc Elodie a été très gentille de me laisser la partie la plus chouette, bien sûr, dans le guide, qui est souvent la plus problématique. D'abord, première chose, c'est vrai que je ne vais pas aller directement dans les détails finalement des dispositions réglementaires. Je vais essayer plutôt de brosser assez large sur finalement le contenu du niveau du guide. Alors le premier point d'attention qui est important, c'est que finalement le guide ne vise pas à interpréter des dispositions du décret paysage ou d'autres décrets qui sont d'application. Donc on s'est bien sûr basé sur le travail notamment des commissaires délégués du gouvernement et des vadémécums qui ont été produits pour essayer finalement de traduire un peu plus dans la pratique ce que cela pourrait signifier au niveau de l'application au sein de chaque établissement qui mènerait un programme conjoint. Et donc c'est vrai que finalement quand vous regardez le décret paysage, l'article qui concerne directement la codiplomation, il y a un seul article, c'est l'article 82, qui est assez général par rapport aux dispositions globales, des dispositions génériques pour organiser un programme conjoint. Alors, il y a notamment la question, bien sûr, de reconnaissance des partenaires. Et donc, je pense que ça reste quand même assez important de bien être certain que les partenaires soient reconnus dans leur pays, sachant que la notion de reconnaissance peut être très, très différente entre accréditation, habilitation, etc. Ça peut être différent. Bien sûr, la question de la convention. Et c'est vrai que la convention est souvent le document de base qui va permettre à 2 établissements ou 3 établissements de lancer un programme conjoint. Mais avec ces difficultés, où c'est vrai que parfois on a tendance à croire une convention de codiplomation peut régler tous les problèmes, mais ne pas oublier que ça reste finalement un acte ou un document de droit privé et qu'il faut bien sûr respecter le reste des dispositions qui s'appliquent à l'enseignement supérieur, notamment en termes d'accès aux études, en termes d'organisation des études, en termes de finançabilité et de financement des établissements. Et donc c'est finalement voilà un peu cet équilibre qu'il va falloir trouver quand vous allez pouvoir développer un programme conjoint entre d'une part bien sûr le respect des dispositions décrétales qui s'appliquent à votre établissement, que ce soit votre école, UNESA, l'université, mais aussi pouvoir trouver finalement au sein du décret les possibilités, les facilitations qu'il y a par rapport à un diplôme conjoint. Et donc je vais aller un peu plus dans les détails dans la slide suivante sur les différents points. C'est vrai qu'il y a eu cette notion qui a été inscrite dans le décret paysage, l'établissement référent Fédération de Bruxelles. Et donc effectivement, quand il y a une codiplomation qui intègre un autre établissement de la Fédération de Bruxelles, il doit toujours y avoir un choix qu'un établissement soit référent.
Et en fait, l'idée derrière, finalement, était simplement de faciliter aussi le travail de gestion et de suivi administratif, notamment par les commissaires délégués du gouvernement, mais aussi auprès des partenaires de qui, entre deux établissements de la FOIB qui seraient au sein de ce codiplomation internationale, est finalement l'établissement référent. Alors bien sûr, important aussi par rapport à l'organisation du programme, se dire que finalement, si au terme d'un programme conjoint, on délivre un diplôme et un grade de la Fédération de Bruxelles, assez logiquement, il faut que l'étudiant et ou l'étudiante suivent finalement les enseignements que vous allez organiser en Fédération de Bruxelles. Et c'est avec le décret, donc, spécifie le nombre minimum d'activités d'apprentissage qui doit être organisé en FOIB, pour se dire que finalement c'est bien d'organiser chez nous et qu'on n'est pas juste en train, comme partenaire qui finalement n'est pas actif, mais aussi le nombre de crédits qui est effectivement organisé par l'établissement de la FOIB en vue notamment de la diplomation. Alors, ce qui est aussi intéressant et qu'il est noté ici, c'est que justement pour les Erasmus Mundus, le législateur, quand il a développé finalement cette disposition, s'est dit, Erasmus Mundus, c'est un programme qu'on veut mettre en évidence, c'est un programme qu'on veut pouvoir aussi promouvoir auprès de nos établissements. Et donc, c'est vrai que souvent, vous allez retrouver dans les dispositions une possibilité finalement de dérogation, en tout cas du fait que ces dispositions ne s'appliquent pas complètement, ne s'appliquent pas aux Erasmus Mundus. Et pour répondre déjà, j'ai vu une question dans le chat, les Erasmus Mundus, pour être très clair, ne s'adressent pas qu'aux universités. Bien sûr, ce sont des gros programmes et Catherine pourra sans doute nous partager aussi les ressources qu'on a besoin pour lancer ça, mais ce n'est pas juste pour les universités. Alors au niveau de la délivrance du diplôme, bien sûr, de nouveau dans le décret paysage, on explique à partir de quand un diplôme, un grade peut être délivré, etc. et comment on le délivre, notamment sur base du supplément en diplôme, avec certains modèles qui sont déjà prédéfinis dans notre réglementation. Point important, c'est vrai que même si on imagine que les livrances soient possibles, la délivrance unique d'un diplôme, donc c'est vrai que les partenaires décideraient ensemble d'avoir un seul diplôme ou selon tous les partenaires, etc. Dans les faits, ça reste très compliqué. Du fait de nouveau des réglementations, je pense par exemple à la réglementation en France, où en France vous êtes obligé d'avoir un papier de l'imprimerie nationale sur lequel est imprimé le diplôme, etc. Et donc c'est vrai que souvent on va voir que dans des programmes conjoints, c'est souvent plusieurs diplômes qui sont délivrés avec bien sûr la mention des autres partenaires et des grades qui seraient correspondants. Et enfin, dernier point sur ce slide, c'est la question de l'assurance qualité. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, effectivement, en Fédération Wallonie Bruxelles, on a un système d'évaluation externe de la qualité basé sur une évaluation programmatique, formative. Donc, il n'a pas d'impact spécifique sur le financement ou sur l'ouverture ou la fermeture de programme. Mais il faut toujours retenir que c'est vrai que d'un pays à l'autre, les systèmes d'évaluation de la qualité peuvent être très différents. Et donc, c'est vrai que ça va être aussi finalement le travail des partenaires de pouvoir voir ensemble quels sont les systèmes qui s'appliquent en termes de gestion de la qualité et pouvoir définir ensemble sans doute des lignes directrices par rapport à ça. Et il faut savoir donc au niveau européen, depuis maintenant quelques années, il a été mis en place une approche européenne pour la gestion de la qualité pour les programmes conjoints. Et donc ça, c'est aussi une référence qui est remise dans le guide qui est assez intéressante si à un moment donné vous réfléchissez avec votre partenaire à lancer un programme conjoint. Par rapport aux inscriptions, donc ça c'est vrai que c'est sans doute notamment un des articles sur lequel on souhaiterait pouvoir travailler avec les commissaires délégués du gouvernement et avec les établissements parce que ça reste parfois compliqué de savoir exactement comment gérer cette inscription d'étudiants au sein des établissements. Dans les faits, on voit qu'au minimum, bien sûr, l'étudiant doit s'inscrire dans l'établissement référent de la Fédération de Bruxelles et généralement aussi auprès des autres partenaires hors Fédération Wallonie Bruxelles, effectivement parce que sur base des dispositions réglementaires qui sont d'application auprès de chaque partenaire, généralement, ces dispositions vont obliger à ce que l'étudiant soit inscrit dans ces établissements pour pouvoir obtenir un diplôme du pays ou de l'établissement en question. Mais c'est vrai que c'est sans doute un point sur lequel aussi on peut faire évoluer les choses pour encore clarifier la situation et faciliter notamment l'inscription d'étudiants quand il y a plusieurs établissements de la Fédération de Bruxelles. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des flux de mobilité, même si c'est vrai qu'on voit dans la pratique et sur les exemples qu'ont donnés notamment les membres du GT et des établissements qui organisent des programmes conjoints, que c'est souvent aussi une question de pouvoir gérer le flux de mobilité d'une année à l'autre dans un programme conjoint pour essayer d'avoir un équilibre finalement entre les établissements partenaires en termes aussi bien de flux de mobilité, donc de nombre d'étudiants, que aussi des droits d'inscription ou des frais qui sont engendrés par rapport à ça. Par rapport aux frais d'inscription, comme vous le savez aussi, les montants des frais maximum sont fixés dans le décret paysage. Également pour les étudiants hors Union européenne, donc les étudiants en conflit non finançables,
avec, c'est vrai, des dispositions un peu différentes entre universités d'un côté et haute école et ESA d'un autre, hein, entre droit majoré pour les universités et droit d'inscription spécifique pour les hautes écoles et les ESA. Là, ça peut être aussi une piste sur laquelle on pourrait travailler pour essayer de simplifier un petit peu les choses pour les établissements. Ce qui est par contre intéressant, là aussi par rapport à ces frais d'inscription, le législateur a décidé de ne pas mettre de plafond maximum pour les étudiants non finançables dans le cadre d'un programme Erasmus Mundus. En se disant de nouveau que dans des Erasmus Mundus, généralement des partenaires qui ont la possibilité de demander des frais très élevés, ça pouvait parfois désavantager nos établissements, et donc le législateur a prévu cela. Et enfin, la question de finançabilité, ou plutôt de financement de l'établissement, c'est-à-dire savoir finalement comment à un moment donné, sur base des étudiants qui sont inscrits auprès de votre établissement, qui organise un programme conjoint, comment est calculée la clé de répartition du financement. Et donc, voilà, même si ça peut paraître assez simple quand il y a un seul établissement de la Fédération de Bruxelles, l'étudiant qui est régulièrement inscrit chez vous, vous percevez les 100% du financement public qui vous sont redevables. Bien sûr, la question va être différente quand il y a plusieurs établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont au sein d'une même codiplomation. Et c'est vrai que là, dans l'idéal des mondes, et c'est un peu ce qu'on essaie de présenter au sein du guide, l'idéal serait effectivement de se répartir sur base d'une clé de répartition le financement octroyé à chaque établissement selon leur charge, la charge administrative, la charge d'enseignement liée à l'organisation du programme conjoint. Mais là aussi, c'est sans doute un point sur lequel on souhaiterait pouvoir travailler avec vous, les établissements, mais aussi avec les commissaires et délégués du gouvernement. Et donc, je repasse la parole à Elodie, qui va aller maintenant un peu plus dans le concret par rapport vraiment au développement d'un programme conjoint, dans sa conception, sa mise en œuvre et sa gestion. Ouais, merci Kevin. Je suis contente de voir qu'on n'a perdu personne pendant cette explication des réglementations FOIB. Mais donc, on va repartir maintenant sur le chapitre suivant finalement du guide qui touche à la conception, la mise en œuvre et la gestion. Donc en termes de conception, on a déjà parlé des raisons qui pourraient pousser à codiplômer. Une fois qu'on se dit, tiens, j'ai une bonne raison de codiplômer, il y a quand même au niveau de la conception, au tout départ, la réflexion qui doit se faire quant à la pertinence de la codiplomation. Donc idéalement, l'idée ce serait de réaliser d'une part une analyse qui va être plutôt académique. Donc on va réfléchir à ce qu'on propose déjà comme type de programme, à ce qui existe déjà, comme je le disais, sur le marché entre guillemets, et voir si effectivement le programme conjoint auquel on pense pourrait répondre à des besoins de type académique. Alors c'est important aussi d'être en phase avec son marché et donc de se dire tiens, il faudrait aussi idéalement faire une analyse socio-économique, de se dire est-ce que la formation que je propose va répondre à des besoins du monde de l'entreprise finalement. Et l'idée d'une codiplomation qui sera pertinente, alors après à chacun de juger de la pertinence bien sûr, mais l'idée ce serait de créer un programme qui va pouvoir répondre et à des besoins académiques et à des besoins socio-économiques. Alors dans le guide, on vous donne quelques exemples d'outils qui existent comme une analyse SWOT, une analyse PESTEL, faire simplement du benchmarking pour justement réaliser ce type d'analyse. Il y a la notion de partenariat qui est super importante, puisqu'il y a bien sûr vous comme partenaire à ce programme, mais l'autre partenaire est super important. Donc, une des premières questions, c'est de se dire combien de partenaires finalement on voudrait. Donc, c'est vrai quand on voit des codiplomations de type Erasmus Mundus, on se retrouve parfois avec une dizaine de partenaires, mais très concrètement, dans les faits, généralement, ce sont des bidiplomations, donc avec un partenaire, voire deux, voire trois, mais généralement, ça ne dépasse pas les 4 partenaires, sauf éventuellement dans le cadre des Erasmus Mundus, mais donc ça devient plutôt rare et c'est généralement 2 partenaires. Surtout si on démarre vraiment en codiplomation, ça ne sert peut-être à rien de se compliquer la tâche en démultipliant le nombre de partenaires. Après, il y a le choix du ou des partenaires. Il y a soit, on va dire, la possibilité de travailler avec un établissement avec lequel on collabore déjà sur, par exemple, comme je le disais, un programme plus classique d'Erasmus ou je sais pas, sur des co-tutelles de thèse, par exemple, sur des programmes de recherche, un autre établissement avec lequel on a déjà des collaborations. Alors, dans ce cas-là, évidemment, il y a la question de l'évaluation de ce partenariat, de se dire, OK, ça marche bien, on sait que ça pourrait fonctionner
dans un contexte peut-être plus compliqué de codiplomation, ou alors faire le choix de travailler avec un nouveau partenaire. Alors ça, c'est un choix peut-être plus audacieux, mais le plus important, alors, c'est d'abord de s'assurer que c'est un établissement qui est reconnu, hein, comme on le disait précédemment, et puis s'assurer finalement de la qualité de ce partenaire, de l'éventuelle complémentarité qu'il pourrait y avoir avec ce partenaire potentiel. Alors, une fois qu'on a choisi son ou ses partenaires, il va être super important de déterminer qui fait quoi. Alors, c'est pas parce qu'on est 3 partenaires que les 3 doivent avoir exactement la même charge dans une codiplomation, mais par contre, ce qui va être important, c'est d'être très clair au niveau de la convention sur le rôle de chacun et sur justement le qui fait quoi. Alors, une fois qu'on a parlé de la pertinence, du partenaire, il y a le cœur de la codiplomation, c'est le programme. La réflexion sur le profil, donc les objectifs qu'on voudrait atteindre avec un tel programme, les acquis que les étudiants auraient au terme d'un programme. La réflexion sur la qualité, qui va être très importante, de s'assurer de la qualité, puisque ce sont des programmes qui se veulent généralement atteindre une excellence académique. Donc, cette évaluation de la qualité va être très, très importante. La réflexion sur la durée, alors on parle beaucoup moins ces temps-ci d'années académiques, donc ça va être peut-être plus une réflexion en termes de volume de crédits. Est-ce que ça va être 60 crédits? Est-ce que ça va être 120 crédits? En termes de crédit, il faut aussi être bien clair avec son partenaire, particulièrement si c'est pas un partenaire européen, mais donc sur la valeur d'un crédit. La langue, là aussi, il doit y avoir une réflexion, hein, si vous travaillez avec un partenaire chinois, est-ce que c'est une bonne idée de proposer un programme en français? Pas forcément. Donc là, il y a une réflexion, même si on l'a vu, il n'y a pas d'obligation pour les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'utilisation du français. Le système d'évaluation, donc s'assurer que tout le monde, enfin tous les étudiants et étudiantes sont évalués sur des bases similaires, sont évalués de la même manière. Et le support d'enseignement qui va être disponible. Alors ça, c'est clair, c'est une réalité qui est fort apparue ces derniers temps avec la pandémie de coronavirus. Mais voilà, se dire est-ce que c'est un partenariat un programme qui se veut plutôt en présentiel, plutôt en virtuel? Est-ce qu'on viserait une combinaison des deux? Donc ça aussi, ça doit faire partie de la réflexion de base. Alors une fois qu'on a une idée de ce qu'on voudrait mettre en place, concrètement, alors, une fois que le programme est lancé, il y a une première phase qui concerne les candidatures et éventuellement la sélection. Éventuellement, puisque vous n'êtes pas obligé de sélectionner absolument, d'établir des critères de sélection stricts, mais là aussi c'est quelque chose avec lequel vous devez être en accord avec votre partenaire et qui doit être clair pour les étudiants de savoir quelles sont les modalités pour pouvoir finalement candidater à un tel programme. Est-ce que parmi les critères, il n'y a que des critères qui concernent, si je pense à un master de spécialisation, est-ce qu'on va uniquement demander un diplôme de bachelier ou est-ce qu'on va aussi demander une expérience professionnelle, un certain niveau, la preuve d'un certain niveau en anglais par exemple, si le programme est en anglais, demander un TOEFL ou autre. Ça, ce sont des éléments de réflexion. L'inscription, Kevin, ça tu en parlais juste avant, mais donc bien s'assurer de fixer les modalités d'inscription. Et puis voilà, on voit que parfois c'est un petit peu compliqué. L'étudiant doit, en fonction des réglementations, peut-être s'inscrire dans plusieurs endroits en même temps, payer plusieurs fois les frais. Donc là aussi, idéalement, c'est de chercher à avoir finalement un processus presque unique d'inscription, ou tout du moins un processus d'inscription qui va être clair et aussi facilitant que possible pour les étudiants. En termes de financement, c'est clair que si on veut que ce programme ait une certaine pérennité, il faudrait faire une analyse des coûts et bénéfices de manière à ce que ce programme finalement ne vous coûte pas de l'argent chaque année et que ça soit financièrement pas réaliste de maintenir un tel programme. On ne dit pas que vous devez vous faire vraiment absolument des sous sur ce programme, mais il faut réfléchir à pouvoir avoir une balance des coûts et des bénéfices.
La mobilité, alors j'ai déjà évoqué différents schémas de mobilité possibles. Pas oublier qu'il y a la mobilité des personnels aussi et qu'il y a vraiment finalement cette importance de l'internationalisation. C'est pas parce qu'on travaille avec un partenaire à l'étranger qu'il ne doit pas y avoir de stratégie d'internationalisation propre à cette codiplomation. Donc ça, c'est aussi un élément de réflexion. Alors, en termes de ressources, on nous demandait il y a quelques jours quels pourraient être les freins, entre guillemets, à la codiplomation internationale. Je pense qu'il faut être conscient, avant de se lancer dans un tel projet, qu'il y a des ressources qui sont réellement nécessaires. Alors, ça prend du temps de monter un projet. Bien sûr, ça dépendra si vous avez déjà d'autres codiplomations qui sont en place ou si c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais on considère en moyenne qu'il faudrait à peu près une année pour construire, peut-être une première fois, une codiplomation. Il faut évidemment pouvoir s'appuyer sur du personnel, puisque sont impliqués, comme je le disais, dans la codiplomation, c'est finalement tous les membres de l'institution d'une manière ou d'une autre, dans la réflexion, mais aussi dans la mise en œuvre. Il y a vraiment un besoin de personnel et des moyens financiers. Ça coûte de l'argent de pouvoir monter un nouveau programme. Ça va peut-être coûter encore un petit peu plus de proposer une codiplomation à l'international du fait peut-être de ces échanges qu'il pourrait y avoir, d'éventuellement des frais liés à des mobilités ou autres. Il ne faut pas négliger le service aux étudiants. Donc, ça peut être très simplement veiller à ce qu'ils aient accès aux mêmes infrastructures que les autres. Tout va être facilité avec la carte européenne de l'étudiant, mais actuellement n'est pas encore en place. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut penser, s'assurer que l'étudiant pourra avoir accès à la bibliothèque, aux infrastructures sportives éventuellement, qu'il pourra avoir accès au service social de l'établissement, qu'il pourra vraiment compter sur les mêmes services que les autres étudiants réguliers de l'établissement, pendant par exemple sa période de mobilité ou autre. La promotion, bien sûr, il faut une stratégie qui va être une stratégie de promotion et de communication qui va être peut-être ciblée sur les spécificités, la manière dont ce programme se démarque d'autres programmes types. Et alors, bien sûr, il y a la notion d'impact et de pérennisation. La pérennisation, j'en ai parlé juste avant, mais l'impact, voilà, on se dit que finalement, un programme qui va pouvoir avoir une excellence académique et un impact sociétal, c'est peut-être un programme qui aura plus de chances de se maintenir dans la durée. Alors, on en vient à la fin de cette présentation. On a été jusqu'à vous parler des annexes et des ressources. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous embête avec cette partie qu'on ne lit jamais? Mais justement, parce que en plus, si vous voulez, du guide à la codiplomation, nous avons travaillé sur des modèles types de conventions. Donc, c'est finalement parfois dans la paperasse qu'on s'y perd un petit peu et qu'on se dit c'est par là qu'il faut commencer, on n'a pas très envie. Et donc là aussi, si vous consultez le guide en ligne, par exemple, sur notre site internet, vous allez pouvoir découvrir des modèles types sur lesquels vous pouvez vous baser pour démarrer la rédaction d'une convention. Et il ne faut pas hésiter, finalement, je parlais de benchmarking tout à l'heure dans les analyses académiques que vous pourriez avoir, mais il ne faut pas hésiter non plus à regarder les documents qui existent déjà, il ne faut pas toujours réinventer la roue. Et alors bien sûr de lire d'autres lectures qui peuvent être des lectures d'intérêt. Le guide, comme je vous le montrais, existe en version papier, donc n'hésitez pas à le demander par email. Et j'arrête de parler, je cède la parole à Catherine qui va nous partager son expérience. Voilà, bonjour à tous. Vous m'entendez, je suppose? Ok, parfait. Donc voilà, mon nom est Catherine Dassis et je travaille au service des relations internationales de l'Université de Liège. Et je suis en charge, entre autres, des codiplomations et du programme Erasmus Mundus, ainsi que des cotutelles de thèse. Donc le témoignage ici, c'est mon témoignage à moi, qui travaille dans une université, avec l'écodiplomations qu'on a établies, nous, à l'Université de Liège. Donc c'est une réalité forcément circonscrite. Enfin, l'écodiplomations, on en a approximativement une petite cinquantaine.
Edemundus, on en a 8. Donc, j'ai été confrontée un peu à tous les cas de figure et à toutes les difficultés qu'on a surmontées, puisque je suis toujours là pour en parler. On m'a demandé donc de partager mon témoignage par rapport au guide. Félicitations d'ailleurs à l'équipe pour la rédaction et pour la mise en page. Je le trouve tout à fait agréable à consulter. Ce que j'apprécie plus particulièrement, c'est qu'il est illustré d'exemples. Donc ça aide toujours. Il y a à la fois un côté théorique sur les bénéfices de la codiplomation qui sont nécessaires à exposer, mais il y a aussi après un côté très pratique. Et donc, on rappelle à la fois le côté, évidemment, le cadre législatif, mais j'aime bien qu'à plusieurs endroits, on voit apparaître dans les faits. Donc c'est vrai que le décret paysage qui facilite, il faut le reconnaître, la codiplomation, c'est indéniable, a un cadre, et un cadre flexible, enfin relativement flexible. Et puis ce guide, ce qui est, je trouve intéressant pour les gens qui voudraient débuter une codiplomation, c'est quand même un peu des indications. Vous pensez que c'est compliqué, mais dans les faits, bon, un exemple classique, c'est on parle de codiplomation et on se dit il faut un seul diplôme conjoint. Dans les faits, l'expérience a montré qu'un seul diplôme conjoint, c'est compliqué à mettre en œuvre, les étudiants ne l'aiment pas, enfin, donc, et dans les faits, chaque université délivre son diplôme en faisant référence à celui du partenaire. Donc voilà, ça c'est un exemple qui peut aider l'utilisateur du guide à se dire, bon d'accord, dans les faits, j'ai quand même cette option-là qui s'offre à moi. Donc, voilà pour ma perception du guide. J'ai beaucoup aimé aussi le fait, cette phrase mise en exergue, la codiplomation n'est pas une fin en soi. Donc, c'est vrai vous n'êtes pas obligé de développer des codiplomations. Et si les institutions le font, c'est qu'elles y trouvent une plus-value. Donc, il ne faut pas se forcer à faire de la codiplomation. Ça a un certain nombre de critères à rencontrer. Ce n'est pas une fin en soi, mais si elles le font, ça veut dire qu'il y a une plus-value, indéniablement. Et une fois passé, on va dire, avec l'expérience, cette première approche, quand on ne connaît pas, ça semble toujours très compliqué, et parfois ça l'est un petit peu. Mais si je prends par exemple le cas de notre école de gestion, donc HEC Liège, c'est ce que Elodie a évoqué, je pense, ils se sont d'abord basés sur des partenariats Erasmus qui marchaient bien. Et finalement, d'une certaine façon, leur codiplomation, ils en ont beaucoup. Pour les étudiants, c'est aussi facile qu'un Erasmus. Il y a quelques procédures administratives en plus pour les étudiants et pour les équipes encadrantes, parce que voilà, il y a une inscription en qualité d'étudiant régulier. Mais pour les étudiants, la codiplomation, c'est vraiment devenu facile. Je veux dire, il n'y a pas photo. Si c'est un Erasmus d'un an ou bien le diplôme du partenaire en plus, ils vont se diriger vers cette option-là. Et enfin, une dernière petite réflexion. Oui, j'ai bien aimé, voilà, on traite aussi des points sur des points en fait qu'on a rencontrés dans la pratique, c'est on pense à une codiplomation et puis très concrètement quand on est les mains dedans, ah tiens, et les examens, comment est-ce que ça se passe chez le partenaire. Donc ce sont des petits points comme ça très concrets, très pratiques, mais que vous ne pouvez pas laisser de côté. Donc comment le partenaire cote, comment est-ce qu'il évalue, est-ce que c'est une évaluation continue, donc tout ça, ce sont des points d'attention qui sont évoqués dans le guide et qui sont tout à fait nécessaires pour le bon fonctionnement en fait d'une codiplomation. Maintenant, voilà, c'est un guide, ce n'est pas la constitution, enfin ce n'est pas prescripteur, c'est-à-dire que ça va vous aider, enfin je l'espère, mais il ne faut pas se leurrer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est quand on est confronté à certaines difficultés qu'on n'avait pas envisagées, le guide ne va peut-être pas répondre à tout, mais il va vous donner, je pense,
cette capacité à essayer de trouver des solutions. Parce qu'il y a des exemples, parce qu'il renvoie à des modèles de convention, et finalement être confronté à la difficulté, ça nous oblige à faire preuve de créativité et d'innovation. Et comme l'a précisé Kevin, en effet, c'est bien qu'il y ait ce dialogue avec les instances de contrôle, avec les commissaires du gouvernement, parce que finalement, s'il y a des points qui, pour l'instant, sont traités par les institutions de façon peut-être chaotique parce que le décret n'est pas tout à fait encore n'a pas pensé à certains cas de figure, le décret évolue, le guide peut évoluer, les pratiques évoluent et c'est bien qu'il y ait un dialogue avec les commissaires. Et c'est le cas chez nous à l'Université de Liège. Forcément, toutes les conventions sont présentées au conseil d'administration et le commissaire intervient parfois en pointant des problèmes dans la convention et c'est aussi un dialogue qu'on a avec que j'ai avec le commissaire, notre commissaire, pour exposer la difficulté. Si de prime abord le commissaire, c'est peut-être arrivé, a dit non, dans le décret, on ne peut pas dire ça, ça, ça. C'est un dialogue qu'on a avec le commissaire en lui expliquant, d'accord, mais moi, mon partenaire, il comprend pas ce terme-là. Pour lui, ça n'a pas de réalité. Donc, je trouve que c'est un point auquel il faut faire attention, c'est-à-dire que c'est un guide qui aide et qui est amené, je pense, à évoluer, tout comme le monde évolue, les pratiques évoluent. Voilà pour ce qui était de mon témoignage, mais je peux répondre à des questions si vous en avez. Oui, Catherine. Moi, j'avais peut-être une question, même si c'était pas prévu, mais parce que c'est que le temps file déjà, et normalement, on arrive déjà au bout de ce webinaire. Je voulais peut-être te poser une question justement sur le fait comment tu vois ton rôle, toi, au sein des DRI par rapport au développement de programmes conjoints. Parce qu'on sait que ça vient souvent directement des facultés, des départements, des enseignants, etc. Mais comment justement un peu, est-ce que tu peux nous dire, au sein de ton expérience et au sein de l'Université de Liège, comment tu vois un peu ce rôle-là, aussi bien d'initiateur ou de suiveur ou d'appui, etc. Alors, certainement pas d'initiateur. Comme tu l'as dit, pour qu'un programme fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment une volonté de la faculté. Donc, moi, je vois mon rôle comme quelqu'un m'a dit que j'étais le MacGyver de la codiplomation. Enfin, je suis l'huile. Donc, je suis là pour trouver des solutions, parce qu'elles sont là, en fait. Il faut simplement parfois et je suis une huile tentaculaire, c'est-à-dire que je fais aussi le lien entre les différentes administrations pour interroger, pour aider le prof ou la fac qui veut mettre en place un programme. Je suis là aussi pour faire le contact, le lien avec le service des inscriptions, avec la cellule diplôme, leur expliquer que oui, ce modèle de diplôme du partenaire, il a l'air un peu bizarre, mais quelles seraient les informations qu'il faut y mettre pour qu'il soit compatible et correct en fait avec notre législation. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut au sein des institutions, c'est quelqu'un qui puisse faire preuve de flexibilité, faire du lien en fait entre les différentes institutions pour trouver l'information, la solution, en ce compris avec le commissaire. Enfin, je veux dire quand le commissaire n'est pas d'accord, voilà, on a un dialogue. Donc je verrai mon rôle comme ça. Un grand merci, Catherine. Donc voilà, on arrive tout doucement au bout de ce webinaire. On voulait quand même maintenant prendre peut-être encore les 5 minutes ou 10 minutes restantes pour peut-être reprendre quelques questions que vous avez posées via le chat et via la section questions-réponses, et aussi peut-être évoquer avec vous des développements auxquels notamment on pensait. Donc peut-être commencer par les développements futurs, vu que Elodie a mis cette slide-là. Donc comme je l'avais expliqué, c'est vrai qu'il y a vraiment cette volonté des commissaires délégués de la RES de travailler ensemble sur ces aspects, peut-être sur certaines dispositions de décret que Catherine a mentionné et que j'ai mentionné également, pour pouvoir encore faire évoluer les choses et encore faciliter finalement le développement de programmes conjoints et la mise en œuvre de programmes conjoints. Donc ça, c'est un travail qu'on espère faire aboutir très rapidement. Donc voilà, même si je crois qu'on est très ambitieux mais pas naïf, mais je pense qu'avec les commissaires délégués et bien sûr le cabinet de la ministre et la RES et les établissements, on espère pouvoir peut-être faire entrer dans le prochain pipe d'un décret fourre-tout ou quoi, certaines modifications par rapport à ça.
Alors, on imagine aussi, et ça, ce sera une question qui vous sera posée dans le formulaire d'évaluation qu'on vous enverra juste après le séminaire, le webinaire que je vous invite à remplir, peut-être imaginer faire quelques ateliers en ligne très pratiques sur certains aspects finalement de la conception, du développement et de la mise en œuvre de la codiplomation. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse peut-être. Donc ça, on vous posera aussi la question. La question aussi des modèles des documents. Alors, c'est vrai qu'Élodie ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai qu'on a quand même hésité assez longuement à proposer ce modèle de convention parce qu'on sait que chaque convention est différente, chaque codiplomation est différente, chaque faculté, chaque projet est différent, etc. Mais c'est vrai qu'on souhaitait quand même à un moment donné pouvoir, en tout cas pour certains établissements qui n'auraient peut-être pas les ressources en interne, ou qui commencent en tout cas un premier programme conjoint, proposer ce type de modèle de documents. Et c'est vrai qu'on imaginait peut-être aller plus loin sur d'autres types d'autres modèles de documents et peut-être certaines autres formes de codiplomation et d'être encore plus précis. Donc ça, ce serait aussi une piste vers laquelle on pourrait aller. Alors, il y a la question aussi de la traduction du guide. Alors, ça, je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais on a des collègues actuellement qui suivent le webinaire, qui viennent hors Fédération en ligne de Bruxelles, je pense notamment d'Autriche et d'Espagne. Donc, je pense qu'il y a aussi un intérêt finalement d'autres partenaires européens de peut-être voir certains aspects du guide. Bien sûr, pas ceux liés à la réglementation en Fédération en ligne de Bruxelles, mais ce serait aussi une piste qu'on pourrait imaginer. Et donc, on vous demandera via le formulaire d'évaluation de peut-être nous faire d'autres propositions par rapport à cette piste de développement. Et peut-être pour terminer, si Elodie est d'accord, donc je vais reprendre simplement peut-être 4 points ou 5 points qui ont été évoqués dans le chat. D'une part, une collègue demandait la disponibilité comme en fait des commissaires délégués du gouvernement. Donc il est sur le site des commissaires délégués. Je vous invite vraiment à aller voir ce site qui est très bien fait, qui est très complet. Et vous allez retrouver notamment Vademecum pour le décret sur le décret paysage, sur le décret aussi 2014 finançabilité, etc. Alors, par rapport à la question aussi du paiement du minérabal et du savoir dispenser, un collègue posait cette question-là. C'est vrai qu'actuellement, l'inscription régulière fait qu'un étudiant doit payer le minérabal. Et donc, il n'y a pas de choix par rapport à ça. Un étudiant devra s'acquitter de l'entièreté du minérabal. Mais c'est sans doute sur ces aspects-là qu'on souhaite travailler avec les commissaires délégués pour voir effectivement si on ne pourrait pas envisager d'autres modalités, sachant qu'un des risques qui a été notamment mis en évidence au sein du GT ou encore par les commissaires délégués, c'est le risque de shopping. Et que c'est vrai qu'à un moment donné, un étudiant, surtout si vous travaillez avec des partenaires très proches en Flandre, en communauté flamande, en Allemagne, etc., à faire à un moment donné un shopping et d'aller s'inscrire auprès d'établissements qui demanderaient le moins de frais d'inscription aussi. La question aussi de tout ce qui est ce qu'on appelle les micro-diplômes ou micro-credentials. Donc, comme vous le savez, il y a de plus en plus cette tendance au niveau européen de créer des petites formations un peu similaires à nos formations continues sous différentes formes, des MOOCs, des SPOOCs, etc. Et c'est vrai que Cathy Delcart de l'agence qualité demandait un peu quid maintenant de cette tendance-là, à avoir émergé de plus en plus de micro-diplômes par rapport à des programmes conjoints qui prennent plus de temps. Est-ce qu'à un moment donné, il va peut-être pas avoir de concurrence? Alors moi, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal et je ne peux pas répondre à ça, mais c'est vrai que ce sera sans doute un point à être attentif par rapport à ça. Et je pense qu'il faut, comme on le dit un petit peu dans le guide sur la pertinence de développer un programme conjoint, mettre en évidence finalement ce qu'est un programme conjoint et ce qu'il amène en termes d'excellence académique, d'excellence aussi liée à la recherche, de possibilités d'insertion socio-professionnelle par rapport à d'autres formes, je dirais, de diplômes plus formation continue, microcrédit, MOOCs, qui sont généralement des formations beaucoup plus spécifiques et qui n'ont pas finalement le même point en termes de formation initiale. Et le dernier point qui avait été mentionné aussi dans la question, c'est la question de développer des partenariats à distance. C'est vrai que je pense qu'ici, avec la crise sanitaire, on est tous plongés, on a été forcés de plonger dans le distanciel et dans le numérique encore plus vite que ce qu'on essayait de faire depuis quelques années. Et c'est clair que là aussi, j'ai pas de réponse par rapport à cette question spécifique, mais je pense qu'effectivement, ce sera un développement à voir. Et à voir comment dans le futur, on peut aussi développer certains modules en ligne. Et je pense, j'imagine, Catherine, notamment à Liège, que dans le cadre de certains programmes, il y a déjà des modules qui sont faits à distance et qui peuvent être suivis à distance, comme on l'a vu depuis mars, où effectivement, dans le cadre de mobilité type crédit Erasmus, bien sûr, certaines choses se sont faites de manière virtuelle ou à distance. Oui, et puis il y a aussi pour la distance, par exemple, on a un programme avec Sherbrooke, et pour que les étudiants arrivent à Sherbrooke, ils doivent avoir suivi un cours impérativement
donné par Sherbrooke, eh bien, pour ce cours spécifique, donc on parle de 3 crédits, 4 crédits, les étudiants le suivent à distance. Mais ce n'est pas suivre tout un semestre. Donc c'est pour être arrivé préparé, en fait, où on a intégré au programme de première un cours à distance. Donc, et si vous voulez, je peux répondre à la question, par exemple, parce que c'est typique, qui a été posée par Ingrid Kerton, notamment sur, voilà, le décret en effet oblige à délivrer un supplément diplôme unique en cas de codiplomation. C'est écrit tel quel. Dans les faits, ce n'est pas possible. Enfin, c'est rarement le cas. Parce qu'en fait, nous, on va sortir un supplément diplôme, on va dire au partenaire, ben non, on va essayer, déjà c'est très compliqué à mettre en place, mais on va faire un seul supplément diplôme et le partenaire va nous dire, c'est impossible, nous aussi on doit sortir un supplément, et même si c'est un programme conjoint, c'est comme ça. Et donc voilà, disons que dans ce cas-ci, le supplément, on va dire le mal est moindre dans la mesure où finalement les suppléments diplômes contiennent les informations relatives au fait que c'était dans le cadre d'une codiplomation. C'est pas un manque d'informations, c'est à la limite c'est un peu plus d'informations. Donc là il n'y a pas de problème en termes de carence d'informations. Mais c'est un cas typique par exemple de ce que le décret écrit et la confrontation face à la réalité. Ok. Un grand merci Catherine d'avoir réagi déjà à ces questions-là. Donc voilà, je propose qu'on clôture ce webinaire. On est presque aussi ponctuel que des horlogers suisses. Pour ceux qui me connaissent, la ponctualité pourtant c'est pas mon fort, mais on essaie de faire en sorte que ça aille mieux grâce à mes collègues. Mais voilà, je voulais encore vous remercier en tout cas à tous d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire. Peut-être quelques petits rappels. Donc la page que j'ai partagée Codiplomation sur le site de l'ARES, où vous trouverez le guide, les différentes annexes et notamment le modèle de convention de codiplomation. Vous retrouvez sur cette même page l'enregistrement de ce webinaire. Donc n'hésitez pas aussi à le transmettre auprès de vos collègues. Vous recevrez donc ici dans la journée, dans l'après-midi, un formulaire d'évaluation. Je vous remercie déjà de pouvoir y répondre, notamment sur les questions de développement futur, parce que ça nous intéresse aussi que ce guide ne soit pas finalement un document qui va rester sur les bureaux des uns et des autres, mais qu'on puisse faire aussi vivre ce document, comme Catherine a mentionné, comme il a mentionné aussi, face au développement futur peut-être du cadre, mais aussi selon vos besoins, vos intérêts et vos nécessités au sein de vos établissements. Et voilà, donc je remercie encore Élodie, Catherine, l'équipe ARES, Charline, Fabian, de nous avoir aidé à monter ce webinaire. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Et donc, n'hésitez pas à revenir auprès de nous à l'adresse internationale-ares-ac.be si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires. On reste à votre disposition. Bon appétit à tout le monde et à très bientôt.